Lyon, 14 octobre 2022, 16h30. Dans un appartement du 9e arrondissement, la pluie d'automne frappe doucement contre la vitre. Sur le tapis du salon, un petit garçon de 4 ans, Léo, a les doigts posés sur un vieux livre relié en cuir, un fac-similé d'un codex ancien hérité de son arrière-grand-père. Sa mère, Céline, le regarde, amusée, jusqu'à ce que Léo lève la tête et dise, avec une gravité qui n'appartient pas à son âge, « Ce n'est pas la prière du berger, c'est la carte du... » gardien. Cette phrase, prononcée dans un français parfait, va pourtant devenir le point de départ de l'un des cas de mémoire extracérébrale les plus troublants et les mieux documentés de notre époque. Car dans les prochaines minutes, vous allez reconnaître comment un secret millénaire a été percé à jour grâce à 3 signaux impossibles. Un accent araméen disparu depuis 2000 ans, la localisation d'un objet jamais exposé au public et la découverte d'une clé grammaticale que tous, les experts pensaient avoir comprises. Comment un enfant de 4 ans qui apprend à peine à lire le français a-t-il pu déchiffrer un code que des siècles d'érudition n'avaient jamais vu? Au début, Céline et son mari pensent à une imagination débordante. Un jeu d'enfant, rien de plus. Mais Léo insiste. Il ne lit pas le texte avec ses yeux, il le chante dans une langue gutturale, étrange et musicale. Le couple, intrigué, décide d'enregistrer la voix de leur fils avec un simple smartphone posé sur la table basse. Cet enregistrement audio d'une durée de 3 minutes et 12 secondes est la première pièce du puzzle. C'est la première preuve tangible. Si cette idée vous interpelle, gardez bien cette vidéo en tête, car dans les prochaines minutes, nous allons assembler la pièce que presque personne ne remarque. La famille envoie le fichier audio, sans trop y croire, au docteur Hélène Marchand, une linguiste spécialisée en langue sémitique, à l'université. Lyon 2. Son scepticisme initial, palpable dans son premier email de réponse, s'est vite transformé en une stupeur quasi scientifique. Nous l'avons contacté. Sa voix, au téléphone, était encore empreinte d'étonnement. Ce n'est pas de l'araméen classique, celui des textes liturgiques, nous a-t-elle confié. C'est un dialecte galiléen très spécifique du 1er siècle, une variante orale que nous ne connaissons que par des fragments et des reconstructions. Mais ce qui est... impossible, c'est l'accent. La prononciation de certaines consonnes pharyngales, elle est parfaite. C'est comme écouter un fantôme parler. Notez bien ce terme qu'elle a utilisé, un fantôme. Car c'est ici qu'intervient le mécanisme que nous avons baptisé l'archive vocale akashique. L'idée que l'âme ne retient pas seulement des images ou des émotions, mais aussi l'empreinte sonore, la mélodie exacte d'une voix passée. Ce n'est pas un souvenir, c'est une restitution. Mais une voix ne suffit pas. Il fallait une preuve matérielle. Et c'est Léo, encore une fois, qui allait la fournir. 3 jours plus tard, le 17 octobre, vers 20h, alors que Céline rangeait les jouets de son fils, Léo s'est approché d'elle. Il n'avait plus la voix chantante de l'enregistrement. Sa voix était claire, enfantine, mais ses mots étaient d'une précision chirurgicale. Il a dit « La carte du gardien, elle ne montre pas un trésor avec de l'or. Elle montre une lampe. » Céline
Intrigué, s'est accroupi à sa hauteur. « Une lampe, mon chéri? Comme celle sur la table de chevet ?» Léo a secoué la tête. « Non. Une petite lampe en terre cuite. Elle est cassée. Il y a un serpent endormi sur elle, près du trou où sort la lumière. Une fissure en forme de serpent. C'est le deuxième vestige, la preuve matérielle. Mais comment trouver un objet aussi vague? Une lampe à huile antique? Il y en a des milliers dans les musées et les collections privées à travers. Toute la France, à travers toute l'Europe. Pendant des semaines, c'est une impasse. Les parents cherchent sur Internet, dans des catalogues de musées en ligne. Rien. La description est à la fois trop précise et trop commune. Le découragement s'installe. Et si ce n'était qu'un jeu, une coïncidence linguistique analysée par une experte un peu trop enthousiaste, mais il y avait un autre détail. Un détail que les parents avaient d'abord écarté, le jugeant trop poétique pour être utile. Léo avait ajouté « Elle est cachée là où dorment les fils de soi. » Là où dorment les fils de soi. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Un grenier? Une vieille boîte à couture? L'idée semble absurde. C'est le père de Léo, Marc, qui a eu l'éclair de génie une nuit de novembre. Lyon. Leur ville. La capitale historique de la soie. Les fils de soie ne dormaient pas dans une boîte. Ils dormaient dans l'histoire de la ville elle-même. Le lendemain matin, Marc a appelé le Musée des tissus et des arts décoratifs de Lyon. Il a obtenu, non sans difficulté, le contact de l'archiviste en chef, un certain Monsieur Dubois. Au téléphone, la réaction de l'archiviste fut celle que l'on attendait. Un mélange de politesse et de scepticisme amusé. Marc se souvient, « Je me sentais ridicule. J'expliquais que mon fils de 4 ans avait eu la vision d'une lampe à huile cachée dans ses réserves. Il y a eu un long silence. Je crois qu'il était à 2 doigts de me... raccrocher au nez. Sauf que Marc a prononcé la phrase clé « Mon fils dit qu'elle se trouve là où dorment les fils de soie ». Un autre silence. Mais cette fois, il était différent. C'était un silence d'attention. Était un silence d'attention. Au bout du fil, la voix de M. Dubois avait changé. Le ton légèrement condescendant avait disparu, remplacé par une curiosité prudente. « Monsieur, dit-il lentement, d'où votre fils tient-il cette expression ?» Marc, décontenancé, ne put que répondre la vérité. « Je n'en ai aucune idée, il l'a dit comme ça. » L'archiviste a poursuivi, sa voix maintenant chargée d'une intensité nouvelle. « Là où dorment les fils de soie ?» Ce n'est pas une expression courante. C'était le surnom non officiel, presque une blague d'initié, que les conservateurs d'avant-guerre donnaient à une section très spécifique de nos réserves, la section C7. C'est là qu'on entreposait les dons et acquisitions dont l'origine était... incertaine, en attendant une identification qui souvent ne venait jamais. Personne n'a utilisé ce terme depuis au moins 50 ans. Il n'est écrit dans aucun document public. Presta attention. C'est le moment précis où l'histoire bascule de l'anecdote familiale à l'enquête sérieuse. Comment un enfant de 4 ans en 2022 pouvait-il connaître un jargon d'archiviste oublié depuis un demi-siècle? C'est comme si quelqu'un vous donnait le mot de passe d'un réseau Wi-Fi qui...
n'existe plus depuis 20 ans. C'est impossible, sauf si ce mot de passe n'a pas été appris mais remémoré. Monsieur Dubois a demandé à Marc de lui redonner la description exacte de l'objet. Une petite lampe à huile en terre cuite, avec une fissure en forme de serpent près du bec verseur. Puis il a dit « Je vais vérifier. Je vous rappelle dans 1 heure. » L'heure qui a suivi a été, selon les mots de Céline, la plus longue de notre vie. Chaque minute qui passait semblait étirer l'improbable en plausible. Et si c'était vrai? Et si Léo n'imaginait rien? Cette question qui semblait folle le matin même devenait soudainement la seule qui comptait. Puis le téléphone a sonné. C'était Monsieur Dubois. Sa voix était méconnaissable. Il n'y avait plus de scepticisme, plus de curiosité. Il n'y avait qu'un choc palpable. Il n'a pas dit « Nous l'avons trouvé ». Il a dit une phrase bien plus troublante « Il y a un problème. La lampe est bien là. » Mais elle ne... correspond à aucun numéro d'inventaire. Officiellement, cet objet n'existe pas. Un objet qui n'existe pas officiellement. La phrase a résonné dans l'appartement lyonnais avec la force d'une détonation. Pour Céline et son mari, la réalité venait de se fracturer. Comment une chose peut-elle être physiquement présente et administrativement absente? C'est une contradiction fondamentale, surtout dans le monde méticuleux d'un musée national. Un objet non inventorié, c'est comme un citoyen sans acte de naissance. Il est là, mais il n'a aucune histoire, aucune légitimité. C'est un fantôme. Presta attention, un fantôme. Exactement le mot que la linguiste Hélène Marchand avait utilisé pour décrire l'accent de Léo. Au téléphone, Monsieur Dubois, le conservateur, tentait de rationaliser l'impossible. La lampe avait été retrouvée au fond d'une caisse en bois, oubliée dans la réserve numéro 3. Sur le côté, une étiquette à l'encre passée indiquait « Acquisition ». Diverses. Période gallo-romaine, non traitée, 1948. 74 ans. La caisse était restée scellée depuis la réorganisation du musée après la Seconde Guerre mondiale. Personne en vie au musée n'avait jamais vu son contenu. Comment un enfant de 4 ans en 2022 pouvait-il décrire un objet vu pour la dernière fois par une génération disparue? Pense à ça une seconde. Ce n'est pas comme trouver une information sur Internet. C'est accéder à une archive qui a été effacée du temps lui-même. La première personne que Céline a appelée après avoir raccroché fut le docteur Marchand. La réaction de la linguiste fut immédiate et sans équivoque. Elle a dit, et je cite ses notes de l'époque, « L'hypothèse de la cryptomnésie vient de s'effondrer. Un souvenir enfoui peut expliquer la connaissance d'un fait public, même rare. Mais il ne peut en aucun cas expliquer la connaissance d'un secret, d'une information qui n'a jamais été rendue publique. L'enfant n'a pas... » seulement vu la lampe. Il a vu son statut d'objet perdu. C'est une toute autre dimension. La lampe, avec sa fissure en serpent, était maintenant une preuve matérielle, une preuve tangible qui reliait la voix d'un enfant à un artefact oublié par l'histoire. Le lien était fait, la science était face à un mur, mais ce n'était que la deuxième étape de la validation, car le codex n'était pas qu'une simple description. Léo l'avait dit depuis le début,
Ce n'est pas une prière, c'est une... carte. Et une carte, ça ne sert pas seulement à montrer où est un objet, ça sert à montrer où aller ensuite. Le plus grand choc était encore à venir. C'est ici que l'affaire a basculé de l'étrange à l'inconcevable. Le scepticisme, même face à une preuve aussi tangible que la lampe, restait une option viable pour la communauté scientifique. Le docteur Marchand elle-même, bien que profondément troublée, a avancé l'hypothèse de la cryptomnésie. Un souvenir enfoui, une image entreaperçue. Dans un documentaire oublié, un livre rare feuilleté par hasard, l'esprit d'un enfant est une éponge. C'était une explication rationnelle. Le problème est que la réalité, elle, ne l'était plus. Comment un souvenir caché aurait-il pu générer de nouvelles informations? C'est Léo, encore une fois, qui a fourni la clé. Un soir, alors que Céline relisait les notes du docteur Marchand, Léo a pointé le fac-similé du doigt et a dit « Tu lis les mots, mais tu n'écoutes pas la musique ». C'était la troisième et dernière preuve, la plus dévastatrice. Presta attention. Selon l'enfant, la carte n'était pas seulement dans le sens des phrases, mais dans leur structure même, leur rythme. Il expliqua avec une simplicité désarmante qu'en inversant la conjugaison de 3 verbes spécifiques et en comptant les syllabes de 7 noms propres, on obtenait une séquence de chiffres. Pas des coordonnées GPS, non. C'était bien plus ancien, plus direct. C'était des instructions. Des instructions pour une marche à suivre dans le monde réel aujourd'hui, dans les rues de Lyon. Marche 33 pas depuis la grande fontaine, là où l'ange regarde le lion. Cherche la porte avec le lion qui tape. La 3e pierre en partant du sol. Elle bouge. La grande fontaine, l'ange et le lion, l'équipe a immédiatement identifié la place Saint-Jean, au cœur du vieux Lyon. Le 4 novembre 2022, une petite équipe est formée. Elle comprend les parents de Léo, le docteur Marchand, et pour garantir l'intégrité de la découverte, Maître Dubois, un huissier de justice de Lyon. Chaque étape est filmée, chaque mesure est consignée. Ils se tiennent devant la fontaine Wallace. 33 pas, mesurés au centimètre près, les mènent devant une porte massive en bois, ornée d'un heurtoir en bronze en forme de tête de lion. Le cœur de chacun battait la chamade. Ils examinent le mur de pierre à côté de la porte. 1, 2, la 3e pierre. Elle semblait scellée comme... toutes les autres. Mais en la poussant doucement, elle a pivoté sur un axe invisible, révélant une petite cavité sombre dans la maçonnerie, juste assez grande pour y glisser la main. Le père de Léo, Antoine, retient son souffle et s'avance. C'est lui qui glisse la main dans l'ouverture froide et humide. Une odeur de terre et de temps s'en échappe. Ses doigts effleurent quelque chose de dur, enveloppé dans une matière souple et sèche. Du cuir. Lentement, avec une précaution infinie, il retire l'objet. C'est un petit étui rectangulaire d'environ 15 cm de long, le cuir noirci et craquelé par les siècles. Le silence sur la place est total,
seulement brisée par le déclic de l'appareil photo de Maître Dubois qui immortalise l'instant. Presta attention, chaque détail est crucial. Sous le regard de l'huissier, Antoine ouvre délicatement l'étui. À l'intérieur, reposant sur un lit de ce qui semble être de la toile de lin séchée, se trouve une tablette de cire. D'une couleur ocre foncé. Des caractères y sont gravés, fins et serrés. Le docteur Marchand, qui suit l'opération en direct par appel vidéo depuis son laboratoire, demande de zoomer. Son visage, sur l'écran du téléphone, passe de la concentration intense à la stupeur absolue. Sa voix tremble légèrement quand elle parle. C'est la même graphie, la même main que sur certains fragments que nous avons étudiés. Je peux lire « Éliazar, le gardien, que le silence protège la lumière ». Éliazar. Le nom que Léo s'était attribué dans ses moments de transe, le nom du fantôme dont il portait la voix. À cet instant précis, pour toutes les personnes présentes, la théorie de l'imagination enfantine s'est évaporée. Ce n'était plus une coïncidence, c'était une signature laissée à travers 2 millénaires. L'embrade au codex de l'arrière-grand-père, acquieta a prova physica, qui le connecte au monde réel. Mais le plus grand choc n'était pas encore arrivé. Car sous cette phrase, il n'y avait pas une prière ni un texte sacré. Il y avait une liste, une série de noms d'objets suivis de symboles inconnus, comme un inventaire codé. C'est ici que tout bascule. Le codex n'était pas un livre de prière. La tablette n'était pas un message spirituel. L'un était une clé de déchiffrement, l'autre était le coffre, un catalogue d'artefacts mis en sécurité juste avant que les légions romaines ne marchent sur la Gaule. L'enfant n'avait pas simplement traduit un texte, il avait réactivé un protocole de sécurité vieux de 2000 ans. La question n'était plus de savoir comment c'était possible, mais de comprendre l'ampleur de ce qui venait d'être découvert. Quels étaient ces objets? Et où cette liste allait-elle les mener? La tablette de cire est immédiatement confiée au laboratoire de l'université. Sous les microscopes et les scanners 3D, la liste d'Éliazar se révèle. Ce ne sont pas des noms d'objets, mais des énigmes poétiques. La graine de lumière, le compas du ciel, le souffle du forgeron endormi, des phrases qui pourraient signifier tout et son contraire. Le docteur Marchand, malgré son expertise, se heurte à un mur. Elle déclare dans un enregistrement de travail daté du 2 novembre 2022 « La grammaire est parfaite, le vocabulaire est cohérent, mais le sens nous échappe. C'est comme lire une recette de cuisine dont tous les ingrédients sont des métaphores. » L'enquête piétine pendant près de 2 semaines. Maintenant, presta attention, car c'est un détail rapporté par Céline qui va tout débloquer. Un soir, alors que les chercheurs sont dans l'impasse, elle observe Léo. Le garçon ne regarde pas la photo de la tablette. Il a les yeux fermés et, dans l'air, son petit doigt trace des formes invisibles à côté de chaque mot qu'il murmure. Céline a l'idée de le filmer et d'envoyer la vidéo à Hélène Marchand. À l'université, la vidéo est analysée image par image. Les tracés de Léo sont
superposées. Le résultat est stupéfiant. Ce sont des cartes stellaires, des constellations. Mais il y a un problème. Elles ne correspondent pas exactement au ciel nocturne de notre époque. L'équipe fait alors appel à un archéo-astronome du CNRS, le docteur Bastien Roche. 3 jours plus tard, son verdict tombe, et il est sans appel. Les constellations tracées par Léo correspondent à la position exacte des étoiles au-dessus de Lugdunum, l'ancien nom de Lyon, durant le solstice. D'hiver de l'an 43 après Jésus-Christ. La date précise de l'enfouissement des artefacts. Le protocole de sécurité n'était pas seulement linguistique, il était aussi astronomique. Chaque énigme sur la tablette était associée à une carte du ciel, une coordonnée céleste pointant vers un lieu terrestre. La clé n'était pas seulement la voix d'Éliazar, mais aussi son regard tourné vers les étoiles. L'équipe se concentre alors sur la première énigme, la graine de lumière, associée à la constellation de l'Aigle. Selon les calculs de Roche, l'alignement pointait vers un endroit précis, le cœur de la colline de Fourvière, là où se trouvait le centre névralgique de la cité romaine. Mais creuser au hasard était impossible. Il leur manquait une dernière pièce du puzzle, l'instruction terrestre. Et cette instruction, ils allèrent la trouver dans le seul objet qu'ils avaient jusqu'ici considéré comme une simple relique familiale, le codex de l'arrière-grand-père, Billico. Codex posé sur la table du laboratoire semblait soudain beaucoup plus lourd. Ces pages, jaunies par les siècles, avaient été feuilletées des milliers de fois par des mains pieuses, sans que personne ne soupçonne la nature de son contenu. Le docteur Marchand, avec des gants en coton blanc, l'examinait sous une lampe à lumière froide. Le texte était bien de l'araméen, mais il semblait anodin, une collection de psaumes et de prières, exactement comme la famille l'avait toujours cru. Il n'y avait aucune carte, aucune coordonnée, aucune instruction claire. L'impasse était totale. Pendant 2 jours, l'équipe a analysé chaque lettre, cherchant des acrostiches, des codes numériques, des anagrammes. Rien. Le silence dans la pièce était pesant. Avait-il fait fausse route? C'est alors que Céline, la mère de Léo, a posé une question qui a fait l'effet d'une décharge électrique. Et si ce n'était pas un texte à lire, Léo ne lit pas, il chante. Un silence, puis le regard de Marchand s'est illuminé. Elle s'est précipitée vers ses enregistrements. Presta attention. C'est ici que le puzzle s'assemble. La tablette et le codex n'étaient pas 2 objets séparés. Ils formaient un seul et même système de cryptage. La tablette contenait la mélodie, la clé vocale. Le codex, lui, contenait les paroles. Mais pas n'importe quelle parole. Il fallait superposer la mélodie spécifique de la graine de lumière au psaume du codex. Chaque note de la mélodie ne correspondait pas à une lettre, mais à un mot entier dans le livre. Le processus était fastidieux. L'ordinateur du laboratoire a travaillé toute une nuit, croisant les fréquences vocales de l'enregistrement de Léo avec le texte numérisé du codex. Le résultat est tombé à 5h47 du matin. Une phrase est apparue à l'écran claire, précise et glaciale. Fourvière, amphithéâtre des Trois Gaules, du centre face au Levant, sous la 13e pierre du vomitorium nord.
c'était là. L'instruction terrestre. Pas une énigme, mais une adresse. Une adresse qui n'aurait jamais pu être trouvée sans la voix d'un enfant de 4 ans réveillant une mélodie vieille de 2 millénaires pour décrypter un livre que tout le monde croyait connaître. Ils avaient le lieu, ils avaient le protocole. Il ne restait plus qu'à se rendre sur place et à vérifier si, après 2000 ans, le silence avait bien protégé la lumière. Et la lumière était là. Pas l'éclat de l'or, mais la lueur discrète d'un sceau en argile, intact, portant l'emblème d'une communauté que les historiens croyaient anéantie. La preuve ultime que l'histoire a une voix, et que parfois, pour l'entendre, il faut l'oreille d'un enfant qui se souvient. Le cas de Léo a forcé la science à admettre qu'il existe des archives que ces instruments ne peuvent pas encore lire. Pour décoder vous-même ces signaux, notre guide, la clé des gardiens, vous donne les 3 étapes en 7 jours. C'est le premier lien. Si cette enquête vous a fait gagner en perspective, retribuez avec votre inscription. La semaine prochaine, nous ouvrons le dossier d'une musicienne qui a retranscrit une partition complète après avoir touché une statue antique.